Bienvenue dans les lectures de Sissi, l'espace où la romance fait battre les cœurs plus forts et où le développement personnel nous invite à grandir, à nous transformer et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je suis Sissi, passionnée de livres, de belles histoires et d'émotions vraies. Ici, on ne lit pas juste des livres, on les vit, on les ressent et on les partage. Que tu sois là pour frissonner devant une romance qui te donne des papillons ou pour te nourrir d'une lecture qui te fait avancer dans ta vie, tu es exactement là où tu dois être. Alors, installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton café préféré et laisse-toi porter. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des lectures de Sissi. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vais vous confier un dossier, un vrai. 3 tomes, 3 identités d'emprunt, 3 missions qui auraient dû rester strictement professionnelles. Sur le papier, une danseuse de cabaret parisienne sous surveillance de la DGSE. Une agente du FBI infiltrée dans une entreprise américaine pour démasquer un espion russe. Et une tueuse de la CIA envoyée à Cuba pour approcher un homme que tout le monde soupçonne de vouloir devenir dictateur. 3 femmes, 3 façades et à chaque fois un homme qui n'est jamais tout à fait celui qu'il prétend être. Voilà le terrain de jeu de Les Légendes, la trilogie de Dahlia Blake, parue chez Albin Michel dans la collection Nox. Black Venus, Blood Vipers et le tout dernier sorti, Blue Velvet. Et je vous préviens tout de suite, parce que chez les lectures de Sissi, on ne triche jamais avec vous. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui d'un coup de cœur au sens où je l'entends d'habitude. Je vais vous parler d'une pépite, une vraie, mais une pépite avec des bémols, que j'assume complètement et que je vais détailler avec vous, tome par tome, dans cet épisode. Alors, accrochez vos ceintures, planquez vos micros et surtout, ne faites confiance à personne. On y va. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous présenter la plume derrière cette saga, parce que son parcours mérite qu'on s'y attarde. Dahlia Blake est une autrice française de romance new adulte. Elle vit à Paris avec son mari et son fils, et j'aime beaucoup la façon dont elle se décrit elle-même. Souriante, impulsive, et c'est sur un vrai coup de tête qu'elle s'est un jour lancée dans l'écriture de son tout premier roman. Pas de plan de carrière millimétré, pas de longue préparation annoncée en fanfare, juste une envie suivie d'un manuscrit. Ce premier roman, Les azalées fleurissent en hiver, est paru en 2021 chez Hugo Roman. Et depuis ses débuts, ce qui caractérise sa plume, c'est cette volonté assumée de mêler des sujets de société à la romance. Elle se définit elle-même comme une autrice engagée dans la vie, qui puise son inspiration dans les voyages, l'amour et les apéros entre copines. Une transparence assez rafraîchissante, je trouve, pour une autrice de ce genre littéraire. Avec Les Légendes, Dahlia Blake change complètement de registre. C'est sa toute première incursion dans le romantique suspense. Un sous-genre qui marie intrigue d'espionnage et tension amoureuse, avec un rythme qu'on qualifie souvent de cinématographique. Et surtout, c'est une trilogie qu'elle a construite comme un hommage. À la toute fin du 3e tome, elle explique elle-même que cette série était un projet qui lui tenait particulièrement à cœur, parce qu'elle souhaitait rendre hommage, à sa manière, aux véritables espionnes qui ont inspiré son univers. 2 thèmes lui tenaient tout particulièrement à cœur en écrivant cette histoire, le féminisme et la romance. On y reviendra un peu plus tard dans l'épisode parce que je trouve que c'est vraiment la clé de lecture la plus intéressante de toute la saga. Petite parenthèse pour les curieuses et les curieux, d'après nos informations, Dahlia Blake travaillerait déjà sur un nouveau projet intitulé Heatwave. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais c'est une référence à garder dans un coin de votre tête si, comme moi, vous voulez suivre son actualité. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. De quoi parle réellement cette trilogie ? Les Légendes se composent de 3 tomes,
chacun centré sur un binôme différent, dans un même univers d'espionnage international où plusieurs services secrets s'affrontent en coulisses. Vous avez la DGSE française, le FBI et la CIA pour les Américains, et des agents russes qui rôdent en toile de fond. Commençons par le tome 1, Black Venus, paru en janvier 2025. On y suit Violette Baker, une artiste qui fait vibrer les nuits parisiennes avec son spectacle aux Folies Bergères. Le jour, c'est une influenceuse adulée. La nuit, une reine du cabaret. Elle évolue dans un monde de paillettes, mais aussi de secrets bien gardés. Un journaliste au charme certain, Ethan Legrand, s'approche d'elle sous prétexte de vouloir écrire sa biographie. En réalité, derrière Ethan se cache Onyx, un espion de la DGSE, envoyé pour s'infiltrer dans son entourage à des fins qui n'ont, au départ, absolument rien de romantique. Le tome 2, Blood Vipers, paru en septembre 2025. Changement complet de duo. On suit désormais Ruby, alias Red pour le FBI, une agente qui vit sa vie exactement comme ses missions, sans jamais s'attacher à rien ni personne. Même avec Diamant, son partenaire et amant, elle refuse tout engagement sérieux. Mais une nouvelle mission va rebattre toutes les cartes. Infiltrer une entreprise américaine pour démasquer un possible agent russe, un certain Noah, faisant partie d'un programme d'infiltration redouté. Ruby est certaine de pouvoir garder le contrôle de la situation, jusqu'à ce que Noah vienne ébranler toutes ses certitudes. Elle se retrouve tiraillée entre deux hommes, et surtout entre deux loyautés, qui ne devraient jamais se croiser. Et enfin le tome 3, Blue Velvet, paru en avril 2026, le petit dernier, tout frais dans nos bibliothèques. On termine la trilogie avec Saphir, une agente de la CIA absolument hors norme. Sa beauté est littéralement une arme qu'elle utilise pour rapprocher ses cibles. Elle est envoyée à Cuba, son île natale, qu'elle a pourtant toujours fui, pour une mission particulièrement délicate. Se rapprocher de Joaquín Villanueva, un jeune politicien aussi mystérieux que sombre, pressenti comme un potentiel futur président et farouche opposant aux États-Unis. Sauf que cet ennemi, qu'elle est censée neutraliser, pourrait bien devenir celui qui fait vaciller son cœur et toutes ses certitudes. Voilà donc le terrain de jeu. 3 femmes, 3 missions, un fil rouge commun fait d'espionnage, de double jeu et de sentiments qui viennent à chaque fois tout compliquer. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Mon ressenti, mes coups de cœur et mes réserves. Sans aucun spoiler, bien sûr. D'abord, un point important sur la façon dont j'ai personnellement lu cette trilogie. Pour moi, Les Légendes n'est pas avant tout une romance avec un peu de suspense en toile de fond. C'est l'inverse. Je considère vraiment cette saga comme un thriller d'espionnage géopolitique, dans lequel la romance vient renforcer les enjeux humains plutôt que l'inverse. Les complots internationaux, les doubles jeux, les missions secrètes et les rebondissements sont, à mes yeux, les véritables moteurs de cette saga. Et c'est important de le savoir avant de vous lancer, parce que si vous venez chercher une romance au sens le plus classique du terme, la proportion d'intrigue politique et d'action pourrait alors vous déstabiliser. Petite précision avant de rentrer dans le détail. Le romantique suspense reste un sous-genre encore assez peu représenté dans le paysage francophone, comparé à la romance contemporaine ou à la dark romance, qui domine largement les tables des librairies en ce moment. Et c'est justement ce qui rend cette trilogie intéressante. Dahlia Bliek ne cherche jamais à dissimuler l'intrigue d'espionnage derrière une romance de façade. Elle assume pleinement son ancrage géopolitique avec des enjeux qui touchent aussi bien la France que les États-Unis, la Russie ou Cuba. Et une vraie cohérence d'un thème à l'autre dans la construction de cet univers d'agences et de services secrets qui se croisent et se surveillent. Sur Black Venus tome 1, j'ai été totalement embarquée. J'ai adoré cet univers d'espions et de doubles espions, ces complots internationaux qui se déploient avec une vraie intelligence narrative. Les rebondissements donnent réellement envie de tourner les pages les unes après les autres.
et on s'attache très vite au personnage. On a envie, presque viscéralement, de voir les gentils s'en sortir. C'est une lecture addictive dès les premiers chapitres, de celles qu'on ne lâche vraiment plus une fois commencé. Le duo Violette-Onyx fonctionne bien. Elle, flamboyante en apparence, mais bien plus fragile qu'elle n'y paraît. Lui, hanté par ce qu'il a vécu, tiraillé entre son devoir et une mission qui lui échappe de plus en plus. Ce que j'ai trouvé particulièrement réussi dans ce premier tome, c'est la façon dont l'autrice construit la double vie d'Onyx. On sent constamment le poids de ce qu'il doit cacher à Violette, sans jamais que ça ne ralentisse le rythme du récit. La tension amoureuse et la tension d'espionnage avancent main dans la main. Et c'est justement cet équilibre-là qui pose les bases de toute la saga. Sur Blood Vipers, tome 2, c'est ici que la trilogie prend pour moi une toute autre dimension. L'univers d'espionnage est encore plus développé, plus dense, plus retors, et la double intrigue amoureuse atteint une intensité rare. Je me suis sincèrement attachée aux deux protagonistes masculins de ce tome, à un point tel que je ne savais plus vraiment quelle issue espérer pour Ruby. Et là, je vais être totalement transparente avec vous. J'ai adoré ce tome, et je l'ai détesté en même temps. Pas parce qu'il est mal écrit, bien au contraire, mais parce que les choix narratifs de l'autrice m'ont profondément bouleversée. J'ai terminé cette lecture en larmes. C'est à mes yeux une véritable tragédie qui se joue dans ces pages, portée par une héroïne complexe, rongée par ses propres failles, incapable de choisir entre la raison et la passion. Je ne vous en dis évidemment pas plus pour ne rien spoiler de la fin, mais sachez que ce tome vous marquera émotionnellement, quelle que soit votre habitude de lecture en romance. Prévoyez peut-être des mouchoirs à portée de main. Ce qui m'a le plus frappé dans ce deuxième tome, c'est la construction du triangle amoureux entre Ruby, Diamond et Noah. C'est une trope que je manie habituellement avec beaucoup de prudence, parce qu'elle tombe très souvent dans la facilité ou dans un simple ressort dramatique artificiel. Ici, ce n'est absolument pas le cas. Chacun des trois personnages a ses propres zones d'ombre, ses propres raisons d'agir comme il le fait, et l'autrice ne triche jamais en rendant l'un d'eux simplement gentil et l'autre simplement méchant, pour faciliter le choix de l'héroïne. C'est cette complexité-là, je crois, qui rend la fin aussi bouleversante. On n'a pas de solution facile, on n'a pas de bon choix évident, et c'est précisément ce qui rend la lecture aussi marquante. Sur Blue Velvet, le tome 3, encore une pépite selon moi. On y retrouve beaucoup d'émotions, de suspense, de rebondissements et des tensions géopolitiques omniprésentes. De l'espionnage à tout va, exactement ce que j'aime dans cette saga depuis le début. J'avoue avoir eu peur à un moment de ma lecture, que l'histoire ne reparte vers quelque chose d'aussi dramatique que le tome précédent. Mais l'évolution de l'intrigue m'a plutôt rassurée. Et je l'en remercie presque, tant j'avais besoin de refermer cette trilogie sur une note un peu plus apaisée. J'ai particulièrement aimé le personnage principal masculin de ce tome, que beaucoup de lectrices et lecteurs prennent au départ pour un futur dictateur cubain, sans complexité aucune. Je trouve que la surprise construite autour de ce personnage est particulièrement réussie et amenée avec beaucoup de finesse, sans jamais paraître artificielle. C'est pour moi une très belle conclusion à cette partie de la série. Un dernier tome qui referme les trois arcs avec cohérence et sans précipitation. J'ai apprécié aussi que ce tome final ose sortir un peu du schéma des deux premiers. L'ancrage à Cuba apporte une couleur différente, presque plus politique que les précédents. Et ce changement de décor fait un bien fou après l'intensité si sombre du tome 2. On sent une autrice qui maîtrise de mieux en mieux son univers au fil des tomes et qui ose, sur ce dernier volet, prendre quelques risques narratifs qui paient plutôt bien. Maintenant, parlons des bémols, parce que je ne fais jamais l'impasse sur la nuance, quel que soit notre enthousiasme pour un livre. Premièrement, comme je le disais en introduction de cette partie,
Si vous venez chercher une romance au sens classique, cosy, centrée avant tout sur la relation amoureuse, cette trilogie pourrait vous surprendre, voire vous frustrer par moments. Ici, les sentiments sont clairement au service de l'intrigue d'espionnage et non l'inverse. C'est un choix éditorial assumé, mais qui mérite d'être connu avant de se lancer. Deuxièmement, le tome 2 est émotionnellement très éprouvant. Si vous êtes particulièrement sensible aux fins qui bousculent ou si vous avez besoin de lectures qui vous rassurent plutôt que de vous secouer, sachez-le avant de vous engager dans cette lecture. Troisièmement, à titre tout à fait personnel, je reste moi hésitante à me plonger dans le reste de la bibliographie de Dahlia Blake. Les romans très dramatiques ne sont généralement pas ma tasse de thé ou alors à toute petite dose. Cette découverte a été une excellente surprise, mais je verrai en fonction du ton de ses autres ouvrages si je retente un jour l'expérience de sa plume sur d'autres registres. Pour résumer, les grandes forces de cette série, un univers d'espionnage riche et crédible, des intrigues géopolitiques réellement captivantes, des doubles jeux et des manipulations permanentes qui maintiennent la tension de bout en bout, des personnages complexes et attachants, une tension quasi constante, des émotions fortes assumées et une écriture fluide qui donne sincèrement envie d'enchaîner les chapitres sans reprendre son souffle. J'ai pris le temps, comme toujours, d'éplucher les retours de la communauté francophone de lectrices et de lecteurs sur cette trilogie. Et les tendances sont assez cohérentes d'un tome à l'autre. De manière générale, on retrouve très souvent l'idée que cette saga réussit un mélange réellement abouti entre intrigue d'espionnage et romance, porté par un rythme haletant qui pousse à une lecture d'une seule traite. Beaucoup de retours évoquent une ambiance sombre et fascinante, des personnages décrits comme incandescents et cette sensation tout au long de la lecture de ne plus vraiment savoir à qui faire confiance face aux multiples faux-semblants de l'intrigue. Un sentiment de tension psychologique presque permanent qui revient sans cesse dans les commentaires. Sur le tome 2 en particulier, de nombreux retours saluent la manière dont le triangle amoureux est amené. Plusieurs lectrices, pourtant peu friandes de cette trope habituellement, disent avoir été agréablement surprises de l'apprécier ici, tant il est amené avec justesse plutôt que comme un simple ressort dramatique artificiel. On note aussi, çà et là, quelques réserves sur des rebondissements jugés un peu trop prévisibles ou anticipés par une partie du lectorat. Une réserve qui rejoint d'ailleurs mon propre ressenti sur certains twists de la saga, que j'ai parfois vu venir un peu à l'avance. Sur le tome 3, les retours soulignent unanimement une belle évolution du personnage masculin principal, complexe et surprenant, à contre-courant des premières impressions qu'on pourrait avoir de lui. Certaines lectrices auraient toutefois aimé que le sujet de la réduction de l'héroïne à son seul physique, en tout début de tome, soit un peu plus creusé et interrogé par le récit lui-même. Et un point revient vraiment, systématiquement, dans tous les retours que j'ai pu lire, tome après tome. La plume de Dahlia Blake est unanimement saluée. On la décrit comme fluide, immersive, portée par un vrai sens du rythme cinématographique. Un vrai page-turner, pour reprendre l'expression consacrée. Enfin, sur l'ensemble de la trilogie, plusieurs lectrices et lecteurs reviennent régulièrement sur le fait que cette saga s'adresse avant tout à un public déjà amateur de suspense et de thriller, plus qu'à un public de romance pure et cosy. C'est exactement le même constat que je vous partageais un peu plus tôt dans cet épisode, et je trouve rassurant de voir que mon ressenti personnel rejoint largement celui de la communauté sur ce point précis. Au-delà du pur plaisir de lecture, je trouve que les légendes portent un message qui mérite qu'on s'y attarde un instant, parce que c'est vraiment la clé de voûte de toute la saga. Comme je vous le disais un peu plus tôt, à la toute fin du tome 3, l'autrice explique elle-même que cette série était un projet qui lui tenait particulièrement à cœur. Elle souhaitait rendre hommage, à sa manière, aux véritables espionnes qui ont inspiré son univers. 2 thèmes lui tenaient particulièrement à cœur en écrivant cette trilogie, le féminisme et la romance. Et à mes yeux, le pari est parfaitement réussi. L'hommage rendu aux femmes
les intrigues d'espionnage et les histoires d'amour s'équilibrent remarquablement bien tout au long des 3 tomes, sans que l'un ne vienne jamais complètement écraser l'autre. Ce que je retiens à un niveau plus personnel, c'est cette question universelle du masque qu'on porte face au monde. Onyx qui devient Ethan, Saphir qui doit séduire pour survivre à sa propre mission, Ruby qui refuse tout attachement pour mieux se protéger d'une souffrance qu'elle anticipe déjà. Chacun de ces personnages navigue en permanence entre une façade qu'il maîtrise parfaitement et une vérité intérieure qu'il tente, tant bien que mal, de préserver de tout le monde, y compris parfois de lui-même. Et je crois profondément que ça nous parle à toutes et tous, à un niveau évidemment beaucoup plus terre-à-terre que l'espionnage international. Cette tension entre l'image qu'on choisit de projeter et qui on est vraiment en dessous. On la connaît toutes et tous, dans nos vies professionnelles, dans nos relations, parfois même dans l'image qu'on projette sur les réseaux sociaux. Et ce que les légendes viennent nous rappeler à travers ces 3 héroïnes, c'est le courage que ça demande de laisser tomber le masque, ne serait-ce que face à une seule personne, quand on choisit enfin de lui faire confiance. Ce n'est jamais un aveu de faiblesse, c'est au contraire souvent l'acte le plus courageux de tout le récit. Il y a aussi en filigrane une vraie réflexion sur la résilience, celle d'Onyx profondément marquée par ce qu'il y a vécu lors de missions précédentes, qui a pourtant besoin de se sentir à nouveau utile pour continuer d'avancer. Celle de Saphir qui doit affronter une île natale qu'elle a fui toute sa vie pour espérer enfin faire la paix avec une partie d'elle-même. On est bien loin ici d'un simple divertissement d'espionnage. Ces 3 tomes parlent, sous couvert d'intrigue internationale, de reconstruction personnelle, de confiance et de la difficulté qu'il y a parfois à choisir la vulnérabilité plutôt que le contrôle. Il y a aussi, je trouve, une belle leçon sur le rapport qu'on entretient avec le contrôle. Ruby, dans le tome 2, refuse tout attachement précisément parce qu'elle croit que le contrôle total de ses émotions est la seule façon de rester en sécurité, professionnellement comme personnellement. Et c'est justement cette croyance-là que l'intrigue vient, tome après tome, mettre à l'épreuve. Ce que les légendes semblent nous dire en creux, c'est que la véritable force ne réside pas dans le fait de tout maîtriser, mais dans la capacité à rester debout, précisément quand on ne maîtrise plus rien. Alors, pour conclure cet épisode un peu spécial, puisqu'on a parlé aujourd'hui d'une trilogie entière plutôt que d'un seul roman, Les légendes de Dahlia Blake n'aura pas, de ma part, la note coup de cœur absolu que je réserve d'habitude à mes plus grands chocs de lecture. Mais c'est indéniablement une pépite, et une vraie, avec des bémols que j'assume complètement et que je viens de détailler avec vous tout au long de cet épisode. Si vous aimez l'espionnage, les doubles jeux, les intrigues géopolitiques denses et que la romance qui les accompagne ne vous dérange pas d'être, par moments secondaires à l'action, foncez, cette trilogie est vraiment pour vous. Si en revanche vous cherchez avant tout une romance pure et cosy, centrée sur la relation amoureuse avant tout le reste, passez peut-être votre chemin, ou du moins abordez ces 3 tomes en toute connaissance de cause, en sachant à quoi vous attendre. Et si vous hésitez encore, gardez en tête ceci. C'est avant tout une trilogie d'espionnage qui se lit le cœur battant et dans laquelle la romance vient s'ajouter comme un jeu supplémentaire plutôt que comme le moteur principal de l'histoire. Et vous, de votre côté, êtes-vous plutôt team romance pure ou team romance thriller, comme celle que nous offre Dahlia Blake avec cette trilogie? Dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment hâte de savoir si vous avez, vous aussi, craqué pour Violette, pour Ruby ou pour Saphir. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Lectures de Sissi. Prenez soin de vous et surtout, continuez de lire. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Et comme toujours, j'espère qu'il t'a apporté quelque chose. Un coup de cœur à noter, une réflexion à méditer
ou simplement un bon moment de complicité littéraire partagé ensemble. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et à me laisser un commentaire ou un petit message. Rien ne me touche plus que vos retours, vraiment. Tu peux aussi me retrouver sur le blog www.leslecturesdecici.com ainsi que sur les réseaux sociaux où je partage chaque semaine mes chroniques, mes découvertes et mes coups de cœur. N'oublie jamais, des livres qui touchent le cœur et éveillent l'esprit. Et c'est exactement ce qu'on fait ici, ensemble. À très vite pour un nouvel épisode. Prends soin de toi et surtout, lis de belles histoires.